Merry Christmas! Alors, vous venez d'ouvrir votre nouvelle case du calendrier de l'Avent de l'horreur et vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur, dans le crime et l'horreur, évidemment. Aujourd'hui, je vous présente 3 monstres féminins qui vont vous glacer le sang. Ah, vous pensiez peut-être que seuls les hommes peuvent être effrayants, cruels et violents. Alors vous n'êtes pas prêts. Ah, et si vous souhaitez connaître toutes les subtilités de ce calendrier de l'Avent, et pourquoi pas gagner quelque chose, cliquez sur la vidéo en fiche, ou là, je sais plus, et revenez sur celle-ci après. Et si vous vous sentez capable de regarder en face le visage de la monstruosité féminine, alors venez avec moi dans les tréfonds du crime féminin. Générique. De son vrai nom Minnie Thwaite, Frances Knorr naît à Londres en 1868. Elle est élevée dans un milieu aisé et sa famille inspire le respect et elle reçoit une sévère éducation religieuse. Mais en grandissant, elle apprend que sa naissance n'était pas voulue et le vit comme un lourd fardeau à porter. Adolescente, elle connaît une sexualité précoce et se donne à de nombreux garçons sans penser aux conséquences. Ses parents l'apprennent et par crainte d'un scandale pouvant entacher la réputation de la famille, ils décident de l'envoyer en Australie en 1887. À peine arrivée, elle décide de changer de nom, ou plutôt d'identité, et de recommencer sa vie à zéro. Elle ne s'appellera plus Minnie Thwaite, mais Frances. Elle rencontre alors un certain Rudolf Knorr, un serveur d'origine allemande, au casier judiciaire bien rempli et bien connu de la police. Elle tombe très vite amoureuse du voyou et l'épouse, et de cette union naît rapidement leur fille Gladys. Mais Rudolf est arrêté pour fraude et emprisonné pendant 18 mois. Mais pour l'instant, Frances ne perd pas son temps et se console dans les bras de plusieurs amants. Une fois son mari libéré, elle propose à Rudolf de l'accompagner dans un projet consistant à recueillir des enfants en bas âge, des mères célibataires ou de mères adolescentes qui ne veulent plus de leur enfant, et d'élever ensemble les petits. Pour l'ancien prisonnier, c'est une aubaine, car cela va lui permettre une réinsertion digne des plus grands repentis. L'affaire démarre plutôt bien. Le couple se fait payer convenablement pour élever les enfants qui leur sont confiés, et aussitôt, Frances les fait disparaître pour continuer à en recueillir et pour s'enrichir aux frais des mères les plus naïves. Les uns après les autres, les nouveau-nés sont assassinés comme des chatons, et Frances prend soin de se débarrasser des petits cadavres, tantôt enterrés, tantôt brûlés. Mais une mère, prise de remords, veut alors voir son bébé, et Frances invente une histoire de mort infantile. Mais l'excuse ne rencontre pas le succès escompté, et elle est dénoncée. Frances Knorr est alors arrêtée, jugée et reconnue coupable d'avoir assassiné et massacré 13 nouveau-nés. Elle est alors pendue le 15 janvier 1894. Et c'est ainsi que se stoppa la folie meurtrière d'une femme avide de richesse, prête à tuer des bébés et des enfants en très bas âge pour continuer sa vie de diva. Marguerite Stenheil, née Lappy, naît près de Belfort, en Franche-Comté, en 1869, de l'union d'une fille d'aubergiste et d'un père aisé. Jusqu'à ses 18 ans, elle vit à Belfort, entourée de ses 2 sœurs et de son frère. Elle reçoit alors une éducation digne des jeunes bourgeoises de l'époque et développe un intérêt pour la musique et le dessin. Jeune fille, elle fait la connaissance d'un homme qu'elle désire épouser, mais qui, compte tenu de sa condition, ne rencontre pas l'approbation de son père. Le mariage n'aura alors jamais lieu et la jeune fille est envoyée à Bayonne, où elle rencontre celui qui deviendra son mari, Adolphe Stenheil. Adolphe Stenheil, de 19 ans son aîné, est issu d'une famille d'artistes dont le père avait un atelier impasse Ronzin, dans le 15e arrondissement de Paris. Célibataire, il apprend le métier de peintre et de verrier, hérité de son père. Contrairement aux autres artistes peintres, il ne mène pas une vie de bohème. Son talent est tout de même en partie reconnu, jusqu'à ce que tout Paris finisse par l'oublier pour s'intéresser à de jeunes artistes plus originaux. Son père décédé, Marguerite, à l'âge de 21 ans, conseillée par sa mère, épouse Adolphe Stenheil et s'installe impasse Ronzin. 2 ans après leur union, naît leur unique fille prénommée Marthe. Mais des rumeurs commencent à se faire entendre sur Marguerite. Elle est jeune, jolie et énergique, et lui est vieux, aigri et casanier. Vous l'avez compris, la rumeur. Marguerite Stenheil, elle, est une fille à papa. Elle aime recevoir et organiser des dîners avec les notables de la ville. Elle multiplie également les amants, et l'un d'eux va, à son insu, révéler la femme adultère au grand jour en 1897. Mais Madame Stenheil trouve l'amant idéal, inespéré, en la personne de Félix Faure, président de la République. Et oui, c'était une des maîtresses du président de la République. Félix Faure, évidemment. Mis à part la presse qui voit dans cette liaison une relation scandaleuse, le choix de son amant a des retombées plutôt positives. Elle jouit
jouit alors d'une notoriété que les bourgeoises de Paris lui envient, et de plus en plus de monde se presse pour assister à ses dîners, et elle offre sur un plateau d'argent une clientèle de plus en plus nombreuse à son mari, qui est quand même au courant de ses liaisons, mais qui accepte d'en profiter. L'impasse Rosin devient alors le lieu le plus prisé du moment. Hormis sa beauté qui lui vaut d'être surnommée par la presse la Belle Meg, Madame Stannail est aussi connue pour être calculatrice, détestable, odieuse et parfois humiliante. La vie de la mondaine va basculer la nuit du 30 mai 1908, dans l'hôtel particulier de l'Impasse Rosin. La mère de Marguerite est venue rendre visite à sa fille pour quelques jours, et le soir du 30 mai, c'est Marguerite elle-même qui prépare le dîner pour la famille, à savoir sa mère et son mari, puisque Marthe, sa fille, est partie étrangement passer quelques jours dans la maison de vacances familiale avec Mariette, la cuisinière. Marguerite et Adolphe doivent s'y rendre dès le lendemain matin. C'est pourquoi elle est passée retirer de l'argent à la banque, d'après elle. Après le dîner, Madame Stannail sert un dernier verre à sa mère ainsi qu'à son mari, avant de regagner sa chambre qu'elle ne partage plus avec Adolphe depuis quelques temps. À 6 h du matin, le dimanche 31 mai, l'homme à tout faire des Stannail découvre d'abord le corps inerte de Madame Japy, morte d'une crise cardiaque, puis celui de Monsieur Stannail, visiblement étranglé. Quant à Madame Stannail, elle est attachée et bâillonnée sur son lit, encore en vie. Elle a l'air sous le choc et elle dit aux policiers que vers minuit, elle s'est réveillée face à 3 hommes vêtus de noir et méconnaissables, et d'une femme rousse aussi, lui sommant de leur remettre de l'argent. Comme elle avait résisté, elle a été rouée de coups, dépossédée de ses bijoux, et puis elle se serait évanouie. Interrogée de nouveau, Marguerite Stannail se contredit et raconte une nouvelle version des faits. Il n'y aurait eu que 2 hommes et non 3 face à elle à son réveil, le 3e se tenant à l'écart dans l'embrasure de la porte. Puis elle ajoute qu'un des hommes avait un accent étranger, et les policiers s'étonnent que malgré la pluie ardente qui s'était abattue sur Paris la nuit du meurtre, aucune trace d'eau ou de boue n'ait souillé les lieux du crime. Aussi, comment les criminels étaient-ils rentrés sans qu'aucune porte ni fenêtre de l'hôtel particulier n'ait présenté de marque d'effraction? De plus, rien ne montrait dans la maison des traces du passage de voleurs. Des contradictions qui dirigent petit à petit clairement les soupçons vers Madame Stannail. Dommage, elle avait pas tout prévu. C'est presque parfait. Des autopsies sont alors ordonnées et prouvent que Monsieur Stannail est bien mort par strangulation. Madame Lapie, quant à elle, n'est pas morte d'une crise cardiaque mais par asphyxie. On retrouve alors une grosse boule de coton enfoncée dans sa gorge. Sympa. Mais faute de preuves, Madame Stannail est intouchable. L'affaire est classée et pour se laver de tout soupçon, Marguerite la relance lors de nouveaux aveux. Elle accuse d'abord Couillard, son homme à tout faire, d'être en possession des bijoux volés. Mais après interrogatoire, le malheureux est relâché. Elle revient ensuite sur sa déposition et accuse maintenant le fils de sa cuisinière, mais ce dernier a heureusement un alibi solide. Mais à cause de tous ces on-dit et tout ce qu'elle va rajouter, Madame Stannail est alors arrêtée et enfermée pendant 1 an à la prison de Saint-Lazare pour fausse accusation, où son statut de maîtresse de président lui vaut un traitement de faveur. Pour ses avocats, l'absence de preuves et de mobile doit conduire à sa libération en novembre 1909, et c'est ce qu'il se passe. Sa culpabilité, au final, n'ayant pas pu être établie, elle est définitivement mise hors de cause et part s'installer en Angleterre, où elle entreprend la rédaction de ses mémoires. Tranquille. Puis elle meurt en juillet 1954, sans jamais avoir été potentiellement jugée pour des crimes qu'elle aurait, encore une fois, potentiellement commis. Et vous, qu'en pensez-vous? Coupable ou pas? Jeanne Weber, ou l'ogresse de la Goutte d'Or, naît en 1875 dans le nord de la France. Elle quitte sa région natale et arrive à Paris où elle survit en exerçant des petits travaux. Elle se marie en 1893 et met au monde 3 enfants. Elle mène alors une existence minable avec un mari qui l'est tout autant. Quelques années plus tard, elle perd 2 enfants accidentellement et désespérée, elle se réfugie dans l'alcool. Elle loue alors un taudis à la Goutte d'Or dans un quartier populaire du 18e arrondissement de Paris avec son fils et son mari. Le couple manque d'argent et pour en gagner un peu, Jeanne fait de temps en temps office de nourrice. En 1905, on lui confie la garde de la petite Georgette, sa nièce d'à peine 2 ans, qui, échappant à sa vigilance, meurt subitement. Même si la fillette présentait de légères marques de strangulation, aucun soupçon ne fit surface. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de Suzanne, 2 ans, de rester sous la protection de tante Jeanne. Malheureusement, l'enfant n'a pas plus de chance que le précédent, et on conclut une nouvelle fois une mort naturelle, malgré les marques de strangulation. Bordel. La 3e victime de Jeanne Weber est plus coriace. Alors qu'elle se trouve sous l'œil attentif de la nourrice, Germaine, 7 ans, manque de s'étouffer. Mais les étranges marques rouges autour de son cou n'alertent personne, même pas le père de l'enfant, et le frère de Jeanne. Il y a quand même 3 là, non? Ouais, elle a survécu, mais bon... pas pour longtemps. Car Jeanne, dès le lendemain, s'empresse d'aller prendre des nouvelles de sa nièce et alors que l'enfant est resté seul avec sa tante, elle trépasse et une maladie infectieuse est diagnostiquée, malgré encore les marques sur le cou. Ok. Tout comme celle du petit Marcel, 4 ans, fils de Jeanne, touché par la même maladie quelques jours après. Quelle malchance. Enfin, je pense que vous avez compris, hein, c'est sarcastique, hein, d'autant plus que toutes ces étranges coïncidences ne semblent interpeller personne. Tout va bien. En 1905, Jeanne Weber est surprise par une de ses belles-sœurs en train d'étrangler de toutes ses forces son neveu Maurice, âgé de 10 ans, et Jeanne est aussitôt arrêtée. Son procès s'ouvre alors le 29 janvier 1906.
Elle est accusée d'avoir commis 8 infanticides par strangulation et étouffement. Mais Jeanne est une très bonne comédienne, surtout dans le rôle de la mère désespérée qui a perdu ses enfants, et elle parvient à toucher les membres du jury. Les enfants sont alors décédés de mort naturelle selon eux, et elle est relâchée une semaine plus tard. Bordel. Putain, elle devait être vraiment forte, hein. Quelle erreur judiciaire, mon dieu. Pas possible, hein, je vous jure, je rigole, mais c'est vraiment pas marrant. Jeanne Weber est alors une star, une martyre qu'on a voulu faire passer pour une tueuse d'enfants. L'opinion publique est unanime. Elle a voulu étrangler le petit Marcel parce qu'elle est une mère et une épouse désespérée. Elle n'avait pas toute sa tête, et elle le dit elle-même. Elle éprouve des regrets pour ce pauvre enfant qu'elle a fait souffrir. Putain, ça ne s'arrêtera donc jamais. Les gens sont si crédules. Bordel. Puis, Madame Weber devient un an plus tard Madame Moulinet, une nourrice au service de la famille Bavouzet dans un village de province. Quelques jours après sa prise d'emploi, on appelle le médecin car on pense que le petit Auguste est mort. Sa nourrice n'a malheureusement rien vu venir. Il a des ecchymoses autour du cou, donc les convulsions ont dû être très violentes. C'est ce que montrent les résultats de l'autopsie. Encore une négligence de l'expertise. Puis Jeanne Weber occupe un poste dans un orphelinat d'Orgeville, dans l'Eure. Le pire endroit pour elle, on va pas se mentir, enfin, le meilleur pour elle et le pire pour les enfants, hein. Un orphelinat. Et à peine une semaine après son arrivée, elle ne peut s'empêcher d'apporter ses soins à un enfant, mais heureusement, elle est surprise sur le fait et pour la réputation de l'Institut, on tait l'affaire et on renvoie seulement la nourrice. Non, toujours pas. Alors Jeanne Weber n'a plus rien à se mettre sous la dent, ou plutôt sous la main. Alors elle rentre à Paris où elle côtoie les bas-fonds, la prostitution et les ivrognes. Jusqu'au jour où elle rencontre son amant avec qui elle va vivre. Mais l'ogresse de la Goutte d'Or est une fois de plus prise en flagrant délit de strangulation sur un enfant de 10 ans. Elle est alors enfin arrêtée et enfermée dans un asile dans l'est de la France, où elle survit tant bien que mal 2 longues années avant de s'étrangler elle-même en 1910. La retourne, hein, comme on dit. Certains prétendent qu'elle se serait tout simplement pendue. Cette histoire présente l'un des personnages les plus mystérieux et fatals qu'est cette femme Jeanne Weber, dont le procès, au mois de janvier 1906, a eu un très grand retentissement. Et pour vous donner plus de détails et que vous compreniez mieux, ou pas, comment s'est déroulé le procès, en fait, on l'accusait d'avoir dans l'espace de 3 semaines assassiné 3 enfants. On l'inculpait en plus d'une 4e tentative de meurtre sur son neveu, le fameux Maurice Weber, un garçonnet qui n'aurait été sauvé que par l'intervention rapide de sa mère. Le jury avait remarqué que les enfants laissés seuls avec Jeanne Weber succombaient à une sorte d'étouffement convulsif et qu'ils portaient certaines traces bizarres autour du cou. De plus, certains parents avaient surpris celle que bientôt on ne nomma plus que l'ogresse, alors qu'elle passait la main sous les vêtements des victimes, semblant leur comprimer la poitrine. L'ogresse fut alors arrêtée. Elle passa devant la cour d'assises de la Seine les 29 et 30 janvier 1906. Et après ces 2 jours d'audience et des preuves précises de sa culpabilité n'ayant pu être apportées, l'avocat général abandonna l'accusation et Jeanne Weber fut acquittée. Rendez-vous compte de l'erreur judiciaire quand même, hein. Là je vous ai donné plus de détails sur le procès, mais voilà quoi, c'est fou. Parce qu'elle a pu continuer tranquille, hein. Après elle a été nourrice, elle a été dans un orphelinat au calme. Et bien voilà, je vous avais prévenu que c'était horrible. Après, c'est ce que vous cherchez en venant ici, non? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner et liker. C'est le meilleur soutien gratuit que vous pouvez faire à cette chaîne et en plus pour soutenir ce calendrier de l'Avent. Merci à ceux qui le feront. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous dis à demain la famille. Yes.